Bonjour à tous. Je commence par un petit message de service. Il n'y a pas de présentation du PLF. Il y a une note qui circule d'Intercommunauté de France pour gagner du temps, pour pouvoir, avec les emplois du temps de nos intervenants, avoir le temps sur cette table ronde sur les assurances. Je vais faire une petite présentation rapide. L'idée de cette table ronde, c'est on a vu de nombreux témoignages qui se multipliaient de collectivités, et puis aussi dans les médias, sur des hausses de franchise, des hausses de primes dans les contrats d'assurance, voire des ruptures de contrats. Et l'idée, c'est de comprendre déjà à quel point c'est massif, ces difficultés assurantielles pour les collectivités, quelles en sont les raisons, et on va avoir de nombreux intervenants pour expliquer ça, et puis essayer de voir aussi les pistes de solutions, parce que pendant qu'on se parle, il y a une mission qui a été lancée par Bruno Le Maire, avec le maire de Vesoul, Alain Chrétien, et l'ancien patron de la Fédération nationale de Groupama, Jean-Yves Dagès, qui travaillent pour des pistes. Ils ont été missionnés par le gouvernement pour trouver des pistes pour réformer ce régime. Et en plus, on est en plein dans l'actualité parce que hier, à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal a annoncé une réforme du régime catastrophe naturelle, le régime CatNat, ce qui va être aussi un des aspects de ce débat sur comment est-ce qu'on va pouvoir réformer ce régime. Pour nous accompagner, 4 intervenants. On va commencer par les élus. Marlène Ledieu-Deville, président de la communauté de communes de La Cortaise. Thomas Fromentin, vice-président d'Intercommunauté de France et président de l'agglomération Foix-Varilhes. Jean Revero, vice-président d'Intercommunauté de France et vice-président du Grand Angoulême. Et puis Patrick Blanchard, directeur général de la SMACL, qui pourra nous aiguiller aussi côté assureur, quelles sont leurs difficultés et comment est-ce qu'il peut répondre sur une partie des témoignages qu'on va avoir. Je vous propose qu'on commence tout de suite par des témoignages pour voir un petit peu les difficultés et après on fera un point côté assureur pour comprendre aussi les raisons de ces tensions. Pour commencer, peut-être... allez, à qui Marlène Ledieu-Deville, vous, pour votre collectivité, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et puis, on sait qu'il y a une part d'assurance obligatoire. Comment est-ce qu'on fait quand on a ces difficultés sur le statutaire ou sur les véhicules de la police municipale, enfin les véhicules tout court? Comment est-ce qu'on peut assurer ça? Alors, donc je suis vice-présidente de la communauté commune de La Cortaise. Pour présenter un petit peu la structure, elle est située en Pyrénées-Atlantiques sur un territoire à la fois rural et industriel puisqu'elle elle a accueilli toutes les entreprises gazières d'abord et chimiques ensuite sur le bassin de lac, Elf-Aquitaine à l'époque, qui est devenue Total, voilà, et puis maintenant en pleine reconversion industrielle. 55 000 habitants, donc une communauté de communes qui regroupe 61 communes, dont la plus grande 11 000 habitants, et la seconde 5 000, et les autres, c'est à partir de 100 habitants, on va dire, par commune. Alors, moi, je suis vice-présidente au numérique et quand on m'a interrogée sur l'assurance, je n'y connaissais pas grand-chose. J'ai étudié vraiment la question et je me suis rendu compte, avec tout ce que j'ai pu lire au sujet des difficultés pour les collectivités, les intercos, de s'assurer qu'on était carrément un cas d'école. Alors pour nous, on ne gère pas une police municipale étant interco, hein, je ne répondrai pas sur les polices municipales, mais nous avons connu toutes les vicissitudes que peut connaître une collectivité en termes d'assurance. A commencé par, depuis quelques années, des difficultés des assureurs qui augmentent nos cotisations de manière brutale en nous disant vous payez plus cher ou on retire notre assurance. On a des marchés qui durent 4 ans et on s'y prend très très tôt. Et nous avons connu, et je donnerai un cas concret, des difficultés de trouver simplement, de pouvoir être assurés nos biens notamment en garantie dommage aux biens, en termes d'assurance statutaire. Justement, les cotisations sont tellement importantes que nous avons fait le choix d'être en auto-assurance. Nous n'assurons que les accidents du travail et les décès. Ça veut dire que pour une collectivité comme la nôtre,
Il manque un agent et c'est son activité complète qui est arrêtée parce qu'on n'a pas des services avec 50 agents qui peuvent pallier d'une manière ou d'une autre leur activité, donc c'est grave. Et alors le cas concret qui nous a, pour nous, qui était très grave, c'était quand nous avons voulu renouveler notre garantie dommage aux biens, nous n'avons d'abord pas trouvé d'assureur, plus personne ne voulait nous assurer en dommage aux biens. Donc infructuosité du marché, on est passé de gré à gré, on a fini par trouver des assureurs qui nous ont dit « Ok, on veut bien assurer vos biens, mais nous ne voulons pas assurer votre UVE, c'est notre incinérateur de déchets. » Et chez nous, nous avons cette compétence gestion des déchets pleine et entière sur laquelle nous sommes assez fiers et sur laquelle nous positionnons toute une partie de notre développement durable, transition écologique. Vraiment, la valorisation et la réduction des déchets est un leitmotiv chez nous. Donc, nous expliquer qu'on n'allait pas assurer notre incinérateur nous a paru très dur. Donc on a obtenu de notre assureur qui nous assure une année de plus, mais à la fin on ne trouvait toujours pas. Et cerise sur le gâteau, nous devions renouveler l'exploitation, la gestion de cet incinérateur et marché infructueux aussi, plus personne ne voulait exploiter cet incinérateur. Donc double peine, on a vraiment eu des difficultés. On a fini, au bout d'un an, 2 ans, à trouver un assureur, mais vraiment presque par hasard, hein, c'est de bouche à oreille qui a fonctionné. On a toujours cette épée de Damoclès sur la tête parce qu'il peut très bien décider du jour au lendemain d'arrêter, hein, si c'est trop compliqué pour lui. Mais cette situation nous a fait nous demander si nous ne devions pas arrêter. Nous avions pensé sérieusement, on est resté sans assurance pendant 3 mois et on avait décidé qu'on ne pourrait pas supporter un accident, on ne pourrait pas supporter financièrement les conséquences d'un accident sur ce... Donc on a failli arrêter, ça veut dire que pour nous, et puis à notre époque où nous sommes très portés sur le développement durable, et vraiment on est engagé dans un code, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Arrêter, ça signifiait aller ailleurs. Je trouvais un autre incinérateur. Et donc faire la route, enfin, toutes les conséquences, qu'elles soient écologiques et économiques, étaient majeures. Donc nous avons eu de la chance, mais ça montre bien ce problème de l'assurance et de son importance et de ses conséquences. Et il nous semble, on a essayé de faire appel au médiateur de l'assurance qui nous a répondu que ça n'entrait pas dans son champ d'action. Ça n'était pas un litige avec un assureur, il n'y avait pas d'assureur, donc voilà. En plus, nous n'étions pas éligibles. Et ça montre, enfin, nous, ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut absolument... certaines choses ne peuvent ne pas être assurées et qu'il faut garantir d'une manière ou d'une autre, avec certaines conditions, on y reviendra certainement plus tard, l'assurabilité de certains biens. Oui, pour préciser sur le médiateur de l'assurance, ça a été ouvert pour les collectivités, mais c'est pour les litiges, voilà, quand il y a dans des contrats, et donc dès que c'est sur des propositions tarifaires ou autres, ça ne rentre pas dedans. Voilà, mais c'est possible sur les litiges depuis quelques mois, depuis un peu avant le Congrès des maires de mémoire. Thomas Fromentin, vous, quelles sont vos difficultés? Et puis en tant que vice-président d'Intercommunalité de France, à quel point il y a des témoignages, est-ce que c'est massif ou est-ce que c'est un type de collectivité spécifique qui est touché par ces difficultés? Alors moi, en fait, je suis rentré dans la question des assurances comme un modeste élu local. Tout simplement, quand je peux vous raconter l'histoire, le DGS, là, François, est juste en face, et un matin, il m'apporte un courrier. Ce courrier, il y avait écrit de la part de notre assurance, nous résilions à compter du 31 décembre 2023 votre assurance dommage aux biens. Et le courrier faisait à peu près 6 lignes. Et donc je lui dis, mais comment c'est possible? Et donc notre juriste qui était pas loin m'apprend, j'avoue modestement, qu'un assureur a la capacité de résilier unilatéralement, sans justification, sans qu'il y ait d'augmentation de sinistre, sans qu'il ne se passe rien, un contrat d'assurance. Et donc, et en plus, si je rembobine, pour recruter cette assurance, on a passé, comme tous ceux qui sont dans la salle, hein, un marché public. Et entre 2021 et 2022, nous avons eu une seule offre
d'un assureur allemand, en l'occurrence, qui correspondait aux conditions, donc ma foi, nous l'avons affermi, qui était en augmentation de 98%. Pour aller de 2022 à 2023, ce même assureur nous a dit, si vous n'acceptez pas une augmentation de 35%, nous résilions. On a accepté donc l'augmentation de 35%, il fallait que nos bâtiments soient assurés. Et puis donc, comme tout ça s'est terminé au mois de mai avec donc cette lettre de résiliation. Donc, moi j'étais, voilà, je ne suis pas un garçon comme ça, on va dire, mais là pour le coup, ça m'a mis très en colère. Parce que, tout à chacun, hein, on gère des missions de service public, on essaye de faire que nos équipements soient les mieux gérés possibles, on préserve les logiques de sinistralité, il n'y avait pas eu d'événements climatiques, il n'y avait pas eu de manifestations de tout ordre et résiliation tout de suite. Le bout de l'histoire, je vous le raconte quand même, c'est que donc, évidemment, nous avons relancé un marché public dans lequel on a eu une seule offre infructueuse, et donc on est passé dans le gré à gré, et dans le gré à gré, on a trouvé un assureur local qui a accepté, à des conditions correctes, de nous assurer. Pour moi, ça dit qu'il y a un vrai dérèglement du système en tous les cas d'appel d'offres pour les assurances, en tous les cas pour les missions de service public que nous assurons. Et donc du coup, je me sentais bien seul sur cette question-là, en me disant, je ne sais pas, on a peut-être mal fait, je ne sais rien, on a fait une connerie. Moi, je suis président d'une communauté d'agglomération rurale en Ariège de 32 000 habitants, mais on gère un certain nombre de gros équipements. Et puis, en fait, c'est quand, il se trouve, pour tout vous dire, c'est quand France 2 nous a appelés, c'est pas tous les jours qu'en Ariège on appelle Thomas Fromentin, que France 2 appelle Thomas Fromentin. Et en fait, c'est parce que ça remontait de partout des difficultés de résiliation de cet ordre. Et donc, donc moi j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus. Et puis avec Simon, dans le cadre de notre commission, puis avec Claire, on a demandé aux collègues. Et rares étaient les collègues qui ont dit « mais oui, on a des problèmes. On a des problèmes sur ce que tu disais, on a des problèmes sur les augmentations d'assurance. » Et en fait, c'était le début de ce qu'on ne cesse d'entendre maintenant, d'un grand nombre de nos collectivités qui sont face à ces très très grandes difficultés. Donc voilà comment moi je suis rentré dans ces difficultés d'assurance. Jean Révéraud, quelles difficultés? Et puis, faut appuyer sur le bouton. Et pour compléter... je ne vais pas répéter ce qu'a dit Thomas. Par contre, comme on est un certain nombre, je pense qu'on n'est pas loin de 750 dans l'amphi, je voulais quand même voir un peu à main levée ce que ça donnait sur les cas qui ont été évoqués. Là, combien parmi ceux qui sont présents et qui représentent une collectivité ont été touchés par les cas qui ont été évoqués? C'est à la fois des refus d'assurance, des hausses excessives de primes. Alors, excusez-moi, baissez les bras. Pour ceux à qui ça continue à bien se passer? Il y a quand même... Ouais, donc on ne va pas aller plus loin dans le détail des cas. Donc, oui. On est vraiment dans une situation qu'on n'avait pas prévue, qui n'est pas toujours justifiée. Encore une fois, le taux de sinistralité qui sont évoqués, les taux qui sont évoqués dans certains courriers pourraient justifier des changements de primes de la part des assureurs. Ce n'est pas toujours le cas. On voit bien, et c'est là que ça vaut le coup d'aller voir dans la littérature, si on peut l'appeler comme ça, et plutôt, moi je dirais, la prospective du monde de l'assurance, on s'aperçoit bien qu'un certain nombre de facteurs que nous, on prend en compte sur un autre volet, eux l'ont déjà pris en compte depuis longtemps. Il y a 10 ans, les premiers, c'était les assureurs californiens qui disaient déjà aux collectivités californiennes les endroits où il n'y aurait plus d'assurance de couverture du risque incendie notamment. Et puis également, on a vu dans ces 10 dernières années aussi d'autres considérations climatiques extrêmes qui sont aussi montées dans les considérations des assureurs américains, qui font que
ils n'ont pas le même système là-bas en Californie, même si c'est un État puissant, que chez nous, notamment sur les 4 NAT, mais on a vu des territoires qui se retrouvent dans des situations très, très compliquées. C'est pour ça que ça valait le coup qu'on en parle cet après-midi, parce qu'on est concernés, nous, en direct pour nos collectivités, mais on va l'être aussi pour les acteurs de nos territoires. Il est évident qu'aujourd'hui, on voit, parce qu'on sait tous que les inondations, même si elles sont spectaculaires, ne produisent pas les pertes les plus élevées de l'assurance, des biens d'assurance, et surtout les dégâts liés aux sécheresses. Mais si on regarde à l'échelle européenne, ce qui est plus intéressant, parce que les assureurs, ils n'ont pas de frontières, c'est que 35%, seulement 35% des pertes occasionnées par ces phénomènes climatiques sont pris en charge. C'est pas beaucoup. Ce qui veut dire que dans le reste de l'Europe, opérateurs privés et publics et privés, entreprises et collectivités, sont exposés à prendre elles-mêmes en charge les risques qui surviennent en matière de changement climatique. C'est quand même une nouvelle donne. Alors, ça, c'est la triste situation. Rassurez-vous, ça réjouit les assureurs. Quand on regarde leurs perspectives de développement, ils nous disent clairement, c'est là-dessus, sur ces marchés-là, qu'on va pouvoir faire des offres, et notamment, ce qui va se traduire, et ce qui a déjà été en partie dit, c'est comment, puisqu'on peut le faire maintenant, individualiser les primes en fonction de l'évaluation du risque. Et c'est là sans doute qu'on a matière à échanger ensemble, parce que l'enjeu quand même, pour nous collectivités, c'est non seulement d'être sûr d'être couvert des risques les plus importants qui répondent aux besoins fondamentaux de nos services publics et sur notre patrimoine, mais aussi d'avoir cette politique de prévention qui, pour le coup, a toujours plutôt été un mot utilisé en matière de gestion de notre compétence déchets, par exemple, vous avez de la prévention, mais avec un but quasiment charitable à l'égard des concitoyens. Là, on est dans autre chose. Là, on est sur la prévention de dommages économiques qui peuvent être très, très importants. Et je terminerai juste pour illustrer à quel point la bascule peut se faire quand on voit notamment, et c'est une donnée importante, on le verra avec les canicules qui vont devenir de plus en plus fréquentes, la question du gonflement-retrait d'argile ou du retrait-gonflement d'argile qui aujourd'hui, alors je commence par une illustration assez concrète d'un maire de ma communauté d'agglomération d'Angoulême qui me disait l'été dernier, c'est la première fois que les maisons du bourg, les maisons anciennes, hein, pas les pavillons Bouygues des années 80 à 2020, non, les maisons anciennes ont vécu des fissures qu'elle n'avait pas vécues avant. Et en fait, il nous dit, l'explication, on est allé chercher, parce qu'on avait dans le conseil municipal un hydrologue, il nous expliquait clairement que c'était normal. Le bourg est en dessous d'une forêt, ou plutôt était en dessous d'une forêt, d'un boisement. Et en fait, le boisement a été aux 3/4 supprimé pour faire place justement à un lotissement. Et l'explication simple, c'est que 3-4 ans après la disparition de la forêt, la capacité de stockage de l'eau qui peut être rejetée au fur et à mesure, notamment par la période sèche, ne fonctionnait plus. Donc c'était tout le sous-sol argileux qui était mis en cause. Et donc cette question du retrait-gonflement d'argile, pour rien vous cacher, on l'a anticipé dans Grand Angoulême dans la planification urbaine et climatique, parce qu'on a la chance de tout faire. Et notamment, on investit 535 000 €. Alors, pas seulement sur la gestion de ce risque, l'anticipation, mais également aussi sur la question des zones humides, de façon à ne pas envisager l'artificialisation, ou plutôt l'ouverture à l'urbanisation, de nouvelles zones économiques dans des endroits où il y aurait ce risque-là qui pourrait être avéré. Donc là, il s'agit bien d'anticipation. Quand on fait un SCOT, c'est pour 30 ans. Quand on fait un PLUI, c'est pour 10 ans. L'idée, c'est quand même d'ouvrir à ce qu'il y ait de la création d'activités. Mais on ne va pas mettre les entreprises qui viennent s'installer, surtout si elles sont dans des infrastructures lourdes, parce que le béton est plus sensible que les bâtiments à structure métallique, même double pot. Ça ne fait pas le même effet. Et donc, les conséquences qui peuvent être portées sur le monde économique sont évidemment importantes. Après tout, leur éviter de payer des primes d'assurance eux aussi, ou même de payer des risques, les pertes créées par ces risques-là, méritent aussi d'être pris en compte quand on fait du développement économique. Il n'y a pas de raison que ces coûts-là intègrent des coûts de production qui peuvent devenir des sorties de piste pour certaines entreprises. Donc voilà l'idée qu'on avait en présentant un peu cette nouvelle situation. Il y a un monde qui nous échappe, hein, c'est celui du monde des assurances, qui est un monde globalisé, dont les finances servent pas
pas qu'aux assurances, ça joue sur plein d'autres domaines, c'est de l'argent qui circule beaucoup, ce sont des gens qui sont très réalistes, très calculateurs, et je termine par ce chiffre. Entre 90 et 2000, toujours en Californie, 99,1% des jeunes gens qui ont fait maths supérieures, etc., enfin une formation en mathématiques appliquée à la météo, ont été embauchés par les compagnies d'assurance. C'est vous dire à quel point eux ont anticipé. Donc nous, il nous reste aussi à avoir cette même démarche, et c'est un peu ce qu'on espère aussi faire aujourd'hui, notamment sur la gestion anticipée, la façon dont on peut prendre des risques ou pas. Et puis derrière, après, mais c'est un autre sujet, effectivement, voir comment, avec l'État, la question des catastrophes naturelles peut être posée. Et on a commencé par une question et je termine par une question. Il y en a combien parmi vous qui ont été confrontés à un état de catastrophe naturelle? Ouais. Donc beaucoup moins que, d'accord, mais quand même quelques-uns. OK. Bon, on n'a pas le temps de détailler ce que ça a pu donner pour vous. La question aurait pu être complémentaire, aurait pu être sur le patrimoine public, si ça avait eu des incidences lourdes, si ça vous avait amené à faire des investissements. Mais derrière, on y pensera. Voilà. Merci, on va venir aux solutions assez rapidement, mais on a fait côté collectivité, maintenant on va faire côté assureur. On parle beaucoup des difficultés depuis les émeutes, mais c'est des problèmes beaucoup plus anciens quand on parle avec les assureurs, Monsieur Blanchard. Alors, avant d'arriver à la SMACL spécifiquement, déjà sur le modèle, quelles difficultés aujourd'hui? On met souvent les émeutes et les aléas climatiques dans la balance. Comment on explique ces difficultés qu'on vient d'entendre? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre réellement à toutes les questions, parce que dans les éléments qui étaient mentionnés là autour des assureurs, je ne me suis pas reconnu. Alors, la SMACL est une structure que vous connaissez, hein, c'est un assureur français. Nous ne sommes pas globalisés, donc on raisonne sur le territoire français. On ne se réjouit pas trop de ce qui est en train de se passer, hein, ça je vous le confirme. C'est plutôt quelque chose, on a très très envie de continuer à vous accompagner. Et donc on est en train de regarder ce qui se passe avec beaucoup d'attention. On est en train d'essayer d'œuvrer pour le faire, pour faire en sorte que ça évolue. On viendra tout à l'heure sur les pistes de solutions. Et puis, je crois qu'il a été dit, les assureurs se portent plutôt bien. Et vous savez que la SMACL a eu à rencontrer quelques difficultés. Donc voilà, il y a quelques éléments qui font que je ne me reconnais pas complètement dans la notion d'assureur. Donc je vais parler au nom de la SMACL, pas au nom de tous les assureurs, sur le marché. Ça, je peux en parler de façon globale, bien sûr, mais après ça sera plutôt appliqué. Alors, on pourrait considérer que la situation que l'on vit aujourd'hui est finalement une situation assez classique sur ce marché de l'assurance, que l'on a toujours baptisé comme cyclique, cyclique, c'est-à-dire avec des cycles sur des tensions sur les tarifs, et puis ensuite quelque chose qui revient un peu plus normal, et puis à nouveau des tensions. Ceci étant causé par deux grandes causes. D'une part, le fait qu'il y a des acteurs qui rentrent, qui sortent. Vous avez mentionné un acteur, par exemple, allemand qui est rentré, puis qui finalement a constaté que, puis il sort. Donc voilà, il y a des mouvements autour de ceci. Grosso modo, c'est tous les 5-7 ans. Et puis le deuxième facteur, c'est l'intensité de la sinistralité. Et on se dit, voilà, ces deux facteurs font que ça monte et puis ça redescend en fonction de l'offre et de la demande. Et puis finalement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est la même chose. On a une intensité et puis on a des acteurs. Sauf que ce qu'on est en train de vivre a une ampleur beaucoup plus conséquente que ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Si je prends les acteurs, donc les acteurs, il y a deux grands acteurs, les assureurs et puis les réassureurs. Les réassureurs, c'est-à-dire les assureurs des assureurs. Notre assureur à nous, à qui on cède une partie des cotisations et qui prend en contrepartie une partie des sinistres. Les réassureurs, eux, sont tout à fait mondiaux, sont tout à fait globalisés et ont vécu un tournant, nous ont fait vivre un tournant en 2022. 2022, vous avez en tête ce niveau très très fort de climatique en France. Vous le savez que c'était au niveau mondial. Vous vous souvenez peut-être de ces inondations en Floride qui ont coûté extrêmement cher. Et donc, les réassureurs ont dit, nous devons nous faire face à ça. Et donc, on va en tenir compte et on va augmenter de 40% nos tarifs sur la fin de 2022. Et puis, comme ça continue à ne pas être complètement suffisant, on va faire de 10 à 15% sur cette année-là. Et puis, on va très, très, très sérieusement réduire nos conditions. Donc, vous voyez, nos propres assureurs à nous ont commencé à mettre en place des éléments qui sont inhabituel. 40%, c'est quand même assez rare, c'est le moins qu'on puisse dire. Les assureurs eux-mêmes, alors pour partie, ont commencé à s'engager à cause de ça, à cause de cette sortie des rassureurs, et puis eux-mêmes sont de moins en moins nombreux, vous le constatez. Je vais prendre juste quelques chiffres pour illustrer ce qu'on a vécu, nous, sur la campagne qui est en train de se terminer là, donc la campagne de fin de 2023. On a eu une augmentation de 20% des sollicitations. 20%, c'est quand même très conséquent par rapport à une campagne. Si je prends un autre chiffre pour illustrer, en 2022, on a eu 111 collectivités territoriales qui sont venues nous voir en disant à fructuosité. Je n'ai pas eu réussi d'avoir de réponse, 111.
L'année dernière, en 2023, 555. Donc vous voyez le niveau très très conséquent d'infructuosité auquel vous faisiez référence. Oui, il y a aujourd'hui de moins en moins d'acteurs et cela crée une difficulté encore plus grande. Et ce niveau-là, c'est-à-dire cette baisse d'activité, disons d'acteurs, c'est un niveau qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Et en regard de ça, on a un niveau de sinistralité également que l'on avait rarement vu. L'année dernière, si je prends les sinistres nets de réassurance, donc une fois que les rassureurs ont joué leur rôle, on est à un niveau global qui est l'équivalent de 1999, les tempêtes Lothar-Martin, et qui étaient les tempêtes du siècle. Donc vous imaginez le niveau sur lequel on est en termes de sinistralité. On l'est pour plein de raisons, je vais avoir l'occasion de revenir, mais on est vraiment à des niveaux très très forts. Ce qui justifie cette sinistralité, vous l'avez en tête, sont les climatiques, ça on l'a tous en tête. Les émeutes, vous avez été touchés, on va se dire que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Je suis moins convaincu que ça soit aussi exceptionnel que ça. Les précédentes, c'était 2005. Je crains qu'on en voit un peu plus que dans 18 ans. Donc les émeutes, quelque chose que vous avez sans doute en tête, que vous ne voyez peut-être pas complètement, alors nous on le voit bien, c'est la responsabilité civile des collectivités. Nous on a constaté une augmentation de 50% de ces sinistres l'année dernière. La judiciarisation fait que de plus en plus de citoyens se retournent contre leur collectivité. Et ça va devenir très, très prégnant dans nos réflexions. On a raison de parler d'autres éléments, mais celui-ci est en train d'émerger. Puis bien sûr, il y a le cyber, dont on parlera sans doute un petit peu tout à l'heure. Donc vous voyez, de moins en moins d'acteurs et une sinistralité qui atteint des niveaux absolument incroyables. On est là dans la condition de créer un système qui n'est pas viable en fait, qui tout simplement n'est pas viable. Aujourd'hui, nous sommes, convaincus que si on veut pouvoir continuer à jouer un rôle, il faut que l'on modifie tous ensemble ce système-là. On a atteint des niveaux d'exposition pour la SMAC qui sont inacceptables. Je vais prendre les émeutes, on en a parlé. 75% des collectivités qui ont été touchées par des émeutes l'année dernière sont sociétaires SMAC. Donc vous imaginez le niveau d'exposition que ça représente pour un assureur. C'est juste insupportable. Le niveau donc la SMAC a été lourdement déficitaire en 2022 et en 2023. Le montant des sinistres exceptionnels, 80 millions en 2022, 100 millions en 2023, pour un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Vous voyez qu'on a atteint un niveau qui est juste pas viable. On a pris des mesures à très court terme que vous avez soulignées. On a augmenté les tarifs, on a mis des franchises élevées, etc. Mais c'était dans une logique de vraiment passer cette période absolument de sauvegarde, en fait, passer cette période, passer cette année. Et il faut vraiment, nous sommes parfaitement conscients que ces mesures-là, et je rejoins donc tout ce que vous avez présenté, ce qu'on a fait n'est pas équilibré, et il faut qu'on se mette autour de la table de façon à créer ce système plus équilibré. On a vu des témoignages, par exemple, sur des franchises à 2 millions d'euros, sur des ruptures unilatérales là-dessus. Est-ce que vous en avez pratiqué et pourquoi? Enfin, en moyenne, ça représente quoi? Alors, les franchises à 2 millions d'euros, ce sont les franchises qui sont mises sur les émeutes. Donc oui, on a beaucoup souffert des émeutes. Vous avez souffert de plusieurs façons. Nous, on l'a souffert d'un point de vue économique. Le montant des émeutes pour la SMAC, c'est 65 millions d'euros bruts, 45 millions d'euros nets, à nouveau sur 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez à quel point c'était conséquent. Ça nous a mis en très très grande difficulté. Et ça nous a obligés, compte tenu à envisager des mesures qui nous permettraient de nous protéger si jamais ceci devait se produire. Donc les 2 millions d'euros, et à nouveau, oui, on l'a fait. Oui, ce sont des éléments qui sont très conséquents. Oui, je suis absolument conscient, ce n'est pas équilibré. C'est très clair que dans les discussions que l'on pourrait avoir tous ensemble, on pourrait se mettre d'accord sur quelque chose qui ne serait pas de ce montant-là. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire autrement. Donc oui, ça s'est fait. Les résiliations sèches, vous en avez vécu quelques-unes, ça je suis désolé pour mes concurrents, mais ça ce n'est pas nous. On n'est pas dans cette logique-là de résiliation sèche, on essaie toujours de trouver une solution, on essaie toujours de proposer quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, d'essayer de s'arranger dans le cadre de la commande publique, ce qui n'est pas toujours très très simple, on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, on est peu dans cette logique de résiliation sèche. À côté de ça, il y a le régime catastrophe naturelle qui est aussi en difficulté financière. Peut-être, Jean Révéro. Non, je ne veux pas intervenir au sujet parce que même si on sait, parce que c'est j'allais dire des informations qui circulent pour tout le monde, mais il est vrai que, par contre, il y a un malaise.
un malaise français, mais on peut penser qu'il existe partout ailleurs, mais on n'a pas eu le temps de voir tout ce qui se passait ailleurs pour voir s'il y avait des solutions étatiques ou coopératives ou mutualisées, on n'a pas vu, mais ça reste aussi un vrai souci. On a vu quand même le contentieux juridique autour des déclarations de catastrophes naturelles, parce qu'on voit qu'il y a une part de variabilité dans la jurisprudence quand même qui était étonnante. On aura sans doute, de mon point de vue, à construire quand même quelque chose d'un peu plus stable. Sinon, encore une fois, on ne verra pas les assurances non plus si on ne dit pas exactement quel risque on veut couvrir. Donc là-dessus, on a un modèle français à réinventer. Bon, peut-être le moment d'en discuter. Peut-être qu'on aura besoin quand même de convoquer. Alors, je ne le dis pas pour pas que la SMAC soit déconsidéré, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la SMAC, il faut vraiment qu'on parle à tout le monde, mais cette question-là est extrêmement importante. Le ministre qui est passé nous voir au moment du déjeuner est aussi concerné, parce qu'il annonce le malheur, donc à plus 4 degrés, ça veut dire qu'on va quand même devoir travailler sur ce que ça représente comme justification de ces risques-là, mais ils sont vraiment conséquents. Nos tableaux de bord sur le suivi du climat vont nous instruire de plus en plus sur ce coup-là, parce qu'on ne va pas faire semblant. C'est à nous aussi de fixer nos cahiers des charges pour être couverts ou pas, et de voir de quelle manière on se prévoit résilient en anticipant des impasses sur les catastrophes naturelles, parce qu'encore une fois, il y a toujours un moment quelqu'un qui paye. Est-ce que c'est le contribuable local ou est-ce que c'est le client d'assurance? Avec ce qui nous a été dit, parce qu'il faut quand même le rappeler, quand même l'attitude des assurances, donc c'est important de le dire, c'est que devant les risques à assurer de plus en plus importants, il y a un certain nombre qui se retirent. Il y a un certain nombre qui font des hausses conséquentes. Bon, alors là, maintenant, ils peuvent le faire à la tête du client, c'est ça qui est bien pour eux. Et puis il y en a surtout, et là je voulais souligner quand même le rôle de la SMAC, c'est qu'ils disent, nous on privilégie la relation client et c'est important, donc il continue à y avoir une discussion. Mais globalement, on a besoin quand même d'une fenêtre ouverte sur tous les risques et pour tout le territoire. On est métropolitain entre nous cet après-midi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de collègues d'outre-mer, mais on parle entre nous. Ce sont déjà une partie des risques, mais attendez, quand on interroge nos collègues des Outre-mer, ils ont des risques encore plus délirants que ceux auxquels on a été confrontés. Donc les catastrophes naturelles, aujourd'hui, c'est d'abord pour eux que sont les montagnes de financement et la réparation, mais ça va arriver. Donc c'est vrai, on a cette question-là à régler, il faut qu'on en discute. Donc je sais pas, le travail qui va être fait avec Claire et avec Simon pour qu'on trouve une base de discussion avec les ministères là-dessus, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Transition qui est concerné, Bercy l'est aussi, et puis le monde de l'assurance, qui est un monde où il y aura de moins en moins de monde, ça, c'est aussi ça. Je reviens sur les dommages aux biens, qui est le premier problème qu'on a évoqué. Il y a des pistes de solutions déjà, ça fait quelques mois qu'on en entend. Je vais vous interroger sur quelques-unes pour voir ce qui est pour vous des bonnes pistes ou à l'inverse des pistes plus problématiques. Peut-être la première, la réforme du Code des marchés publics, on voit qu'elle est demandée par les assureurs. Pourquoi est-ce qu'il faut le réformer? Est-ce que ça peut être une bonne chose pour les collectivités? Peut-être d'abord Patrick Blanchard, pourquoi vous demandez à ce qu'il y ait une réforme du Code des marchés publics? Alors d'abord, on constate que ça devient très compliqué d'avoir des réponses. Le point que je mettrais en avant, moi, c'est notre volonté, et je parle SMAC, de pouvoir discuter, de pouvoir avoir des échanges autour de quels sont les risques à assurer, quels sont les souhaits que peut avoir la collectivité par rapport à ces risques, et du coup, comment on adapte au mieux notre proposition compte tenu de ceci. On a encore aujourd'hui des efforts à faire collectivement pour mieux appréhender quels sont les risques, mieux comprendre quels sont les bâtiments et les risques associés aux bâtiments, et donc mieux adapter notre réponse. Moi, je rêve de pouvoir jouer notre rôle d'assureur, qui est un rôle de conseil. Et aujourd'hui, la façon dont sont gérés les appels d'offres ne nous permet pas du tout de jouer ce rôle de conseil. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment pouvoir avoir un dialogue avec les collectivités. Thomas Fromentin, est-ce que ça peut être une première piste intéressante? Est-ce que vous qui avez eu une rupture unilatérale, est-ce que en modifiant le Code des marchés publics, ça pourrait aider? Oui, peut-être juste bien reposer le contexte, parce que l'idée aussi de cette table ronde, on s'est rendu compte au fur et à mesure, vu les sollicitations pressantes de nos collègues, et quand
Jean, tu as fait le sondage, on voit bien qu'elle est pressante, c'était de faire, c'est pour ça juste pour expliquer pourquoi on vous propose des pistes, c'est que l'idée c'est qu'on arrive à sortir de cette table ronde avec quelques pistes que nous pourrions porter comme un discours associatif. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant que nous sommes auditionnés. Moi, je suis au Sénat mercredi prochain. Il y en a une autre à la fin du mois. Et l'idée, c'est qu'Intercommunalité de France puisse agir dans la posture qui est la nôtre sur cette question des assurances. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, là, il y a des pistes qui vont être enclenchées, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi ou quelques-uns qui puissent intervenir. Il faudrait qu'on puisse entendre de la salle aussi, soit des propositions, soit des retours. C'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, parce que c'est maintenant que ces missions elles s'engagent et c'est maintenant que nous on doit être dessus et puis c'est maintenant que le problème existe. Donc maintenant j'en viens à dire mon point de vue sur effectivement une certaine forme d'hypocrisie actuelle qui je parle comme voilà sans prendre de grandes précautions qui consiste à faire que en gros, on lance un marché public, il est infructueux, et après, ça permet la négociation par le gré à gré. Franchement, c'est une forme d'hypocrisie du Code des marchés publics. Donc, effectivement, de permettre qu'il puisse y avoir une logique de négociation, pas de coproduction de tout ça. On achète et en face, il y a une offre. Moi, je fais très attention à ce genre de discussion. Pourquoi pas ? Par contre, repose. Alors je sais que quand je dis ça au monde de l'assurance, ça fait plaisir à personne, mais moi je ne comprends pas pourquoi les assureurs bénéficient de cette fameuse clause exorbitante du droit commun qui leur permet de rompre un contrat d'assurance, peu importe les conditions, de manière unilatérale. Là, mon incompréhension est profonde. S'il doit y avoir réforme du code, alors là, ce ne serait pas code des marchés publics, mais ce serait le code des assurances. Je pense que la rupture doit être appuyée sur un certain nombre de conditions, mais ce n'est pas parce que l'assureur le décide qu'il y a rupture. Et là, si on doit discuter évolution du Code des marchés publics, alors il faut remettre dans la balance cette capacité à rompre unilatéralement un contrat d'assurance. Encore une fois, je le redis, nous ne sommes pas tout à fait comme les autres. Nous gérons des missions de service public juste pour que les gens y puissent vivre correctement. C'est tout. On demande juste que nos écoles, nos centres aquatiques, nos centres culturels, etc., puissent être ouverts, nos crèches et autres. C'est quand même pas énorme. Donc voilà, il doit y avoir une réflexion là-dessus. Une deuxième piste, et après on va vous donner la parole, parce que vous avez sûrement aussi des difficultés et des propositions sur la table. On parlait de culture du risque là-dessus, avec différents risques, dont le risque cyber qui est nouveau. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette prévention et cette culture du risque ? Par exemple, Marlène Ledeux-Deville. Alors, le risque cyber, c'est un risque émergent. Pour l'instant, on a vu que le début, là. Et pourtant, c'est déjà prégnant pour tous. Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSSI, disait il y a quelques mois, on attend le grand soir. Le grand soir, c'est le jour où des attaquants ou des pays vont attaquer toutes nos institutions en même temps. Et il craint même que ça puisse arriver pour les Jeux Olympiques. Donc ça montre bien que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, juste pour revenir sur quand même 10 secondes sur le code des marchés publics, le risque cyber est l'exemple type de risque qui ne passe pas le code des marchés publics. J'ai interrogé des courtiers en assurance et aucun n'a réussi à assurer une collectivité au travers des marchés publics. L'un m'a expliqué, bien sûr, il y a de telles conditions d'assurabilité que c'est un gros travail de diagnostic, c'est un gros travail à tous les niveaux et il faut qu'on ait vraiment une relation. Donc l'assureur ne veut pas assurer. Nous-mêmes, collectivités, on ne va pas aller donner, disons, au public l'état de vulnérabilité de notre système d'information, par exemple. Donc, la seule chose, l'un m'a expliqué, le mieux, c'est d'organiser. D'ailleurs, on peut vous conseiller comment organiser l'infructuosité de votre marché pour passer au gré à gré. Enfin, je voulais...
Voilà. Hein, donc, à se demander si carrément le marché public s'adapte vraiment au risque, hein, en général, hein, à l'assurance. C'est une cause. Après, la culture du risque, justement, le risque cyber est un risque émergent. On commence à s'y préparer, on nous demande de nous y préparer, c'est extrêmement compliqué. Il y a une directive européenne qui est en cours de transposition en France qui va nous concerner tous, toutes les collectivités, toutes les EPCI, les OPSN, les centres de gestion. Vraiment tout le monde va être concerné par cette directive. Alors à plus ou moins grosse, on va demander des choses plus ou moins compliquées, mais ça va être compliqué pour tout le monde. Donc on va apprendre forcément, on est déjà en train d'apprendre en faisant des diagnostics, ne serait-ce parce que les assureurs nous les demandent, mais naturellement, je vois en région Nouvelle-Aquitaine par exemple, c'est pour les entreprises, mais ça pourrait être pour d'autres, si elles n'ont pas fait de diagnostic cyber, parce que c'est le b.a.-ba, faire un diagnostic d'abord. Alors pour les plus grosses entités, ça va être un audit, hein, faut pas exagérer, mais pour une commune, pour une petite communauté de communes, un diagnostic est largement j'exagère, est suffisant, mais c'est cette première culture du risque, c'est avoir fait un diagnostic. Simplement, il faut que ce soit aidé. Donc la région Nouvelle-Aquitaine impose un diagnostic cyber aux entreprises notamment, mais propose aussi aux collectivités, pour pouvoir, ne serait-ce que mettre en place le numérique dans leur structure. Et au niveau des assurances, de toute façon, c'est le b.a.-ba, c'est la base des choses à avoir à faire. Donc, c'est une culture qui va venir petit à petit, mais c'est toujours pareil, il va y avoir une question de moyens et de ressources humaines. Et même les plus gros, là, j'en ai discuté ce matin, avec Nice 2 qui arrive, on va devoir faire un état des lieux, un véritable analyse de risque de tout notre système d'information. Alors, système d'information pour une métropole, pour un département, c'est l'ensemble des entités qu'elle va gérer. Hein. C'est un truc énorme. Pour d'autres, bon, ça sera plus léger. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens ou les ressources, c'est aussi de voir des relations directes avec l'ANSSI. Donc avoir un RSSI, c'est un responsable de la sécurité système d'information dans l'entité ou bien mutualisé, qui va pouvoir être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour surveiller, pour déclarer à l'ANSSI tout incident, tout comme on est obligé de déclarer à la CNIL tout incident de fuite de données, par exemple lié au RGPD. Mais il faudra être aidé par l'État parce que la plupart, on ne va pas être capable de réaliser le diagnostic. L'assureur, il y en a, j'ai un exemple comme ça, c'est un département. Pour pouvoir être assuré de gré à gré, il y a eu un audit qui s'est fait pendant 1 an de la part de son assureur. C'est énorme. Mais c'était le seul moyen pour lui d'être assuré. Et en matière de culture de risque aussi, et ça c'est des pistes qui sont évoquées, diagnostic, les bonnes pratiques, la prévention, c'est-à-dire la sensibilisation. En fait, on se rend compte que même techniquement protégé, la faille viendra certainement de l'humain. C'est tout bête. Ou de la petite entité qui n'est pas bien protégée, qui va par boule de neige. Voilà, donc la sensibilisation, diagnostic, quelques procédures de sauvegarde à mettre en place. Pour certains, c'est pas énorme, mais beaucoup proposent d'intégrer les PRA, PCA, enfin les plans de reprise d'activité, plans de continuité d'activité, dans des plans de sauvegarde, plans communaux de sauvegarde, plans intercommunaux de sauvegarde. Et je sais que, alors je ne sais plus si c'est la NCT, mais enfin c'est par exemple un projet de clauses rançongicielles à insérer qui sont prêtes à mettre dans les PCS. Et ça, pour moi, c'est une piste à explorer. Et le risque cyber est vraiment le moyen, dans la mesure où c'est nouveau, où on doit tous se préparer, d'avoir cette culture du risque en général. Mais après, là, ça paraît facile, mais je sais parfaitement que pour tous, ça va être extrêmement compliqué à mettre en place. Ne serait-ce que parce que l'État n'est pas prêt, l'ANSSI n'est pas prêt, les entreprises ne sont pas prêtes, personne n'est prêt.
Jean Révéro, sur cette question de la prévention. Oui, je voulais compléter sur les cyberattaques. J'ai mal préparé cet après-midi parce que Grand Angoulême et la ville d'Angoulême ont été la cible d'une cyberattaque dans le dernier week-end de juillet et on n'est toujours pas remis de ça. Et quand je dis que j'ai mal préparé, c'est que je sais que nous, à l'Agglo, on n'était pas assurés, alors que la ville, il l'était. C'est le responsable qui s'occupe de ces questions-là, qui est le président de la Dulacte d'ailleurs, qui me l'a confirmé. Et je n'ai pas pensé lui demander ce que ça représentait comme couverture de ce risque. Par contre, maintenant, nous, on sait l'estimation par nos services, puisqu'on a un service avec un paquet de monde dedans. On sait qu'on est au bas mot, ça va coûter plus de 650 000 €. Et pour vous donner un ordre de comparaison, la fiscalité ménage sur le foncier bâti dans notre agglo, c'est 700 000, le produit de la fiscalité. Donc on va dépenser quasiment une année de foncier ménage pour cette réparation. On n'est pas sorti encore, mais ça se reconstruit. Et là, c'est vrai qu'on peut parler de choses qui sont de l'ordre de la mutualisation, parce que d'abord, il y a le savoir-faire de l'ANSSI qui est important. J'insiste aussi sur l'association de la Dulacte, parce que c'est quand même une association qui regroupe des opérateurs publics liés au système d'information, et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on reconstruit le système. On est passé par des choses provisoires, parce que toutes les messageries qui se terminaient par angoulême.fr, elles fonctionnent que depuis le 15 décembre, donc vous voyez un peu le temps qu'il a fallu. Des reconstructions à partir de gmail.com avec la même interrogation. Donc aujourd'hui, on est revenu à ce système de messagerie marche à peu près correctement, sauf que cette semaine, il a fallu 2 jours pour vérifier un peu tout ce qui avait pu être fait là-dessus. Et on a encore plein de services qui ne sont pas encore en état de revenir sur leurs données. C'est quand même un vrai problème, dont le premier, par exemple, est vraiment symbolique, c'est que l'accueil à l'Agglo, il se fait encore sur des tableaux de papier. Pour les gens qui arrivent et pour la simple reconnaissance et la gestion, y compris des appels téléphoniques, ne l'est pas. Donc on voit bien qu'il y a un coût, mais on voit aussi toute la réponse qui existe, et la réponse elle est publique et coopérative, associative aussi, en citant la Dulacte, mais sur ce risque de cyberattaque. On n'a pas fait l'objet de demande de rançon, ça a été surveillé assez rapidement sur le darknet pour voir ce qu'on possède, et vous savez tous quand même qu'on a un certain nombre de données, quand même, que ce soit notamment sur les agents, on a 700 agents, donc ça veut dire quand même il y a des choses qui... Bon, rien n'a été vendu, rien n'a été pris, donc on est exposé au risque, j'allais dire tout bête, des bricoleurs, mais derrière, il n'y a pas que des bricoleurs. Il y a vraiment des gens, des menaces qui sont importantes. Et là-dessus, par contre, il faudra qu'on y retravaille, mais là aussi, avec soit le ministère de l'Intérieur notamment, qu'on puisse aussi avoir des systèmes de veille, de sécurisation qui soient accessibles par tout le monde. Parce que ce que l'Agglo peut faire en Angoulême, avec un budget de 70 millions €, c'est pas sûr que toutes les collectivités puissent le faire. Et les plus fragiles et ceux qui seront les plus en difficulté, ce seront les petites collectivités, les petites mairies comme les petits EPCI. Et ça, aujourd'hui, on rend tellement de services grâce à cette gestion numérique des données qu'on ne peut pas continuer ce risque-là. Mais là, pour le coup, la couverture assurantielle, et je suis désolé de ne pas avoir la façon dont Angoulême a réglé ça, mais comme ils n'avaient pas le même problème, j'aurais dû me renseigner, mais je ne l'ai pas. S'il faut faire un compte-rendu de cette réunion, j'espère que je vous transmettrai ça avant. Nous, on ne l'était pas, et je vous ai dit quel prix ça allait nous coûter. Juste, si je peux enchaîner, parce que quand on a préparé cette table ronde, on se disait que s'il pouvait y avoir un plus des intercommunalités, la force du commun de Sébastien Martin ce matin, mais quand même, c'était de se dire que face effectivement à ces risques dont indéniablement beaucoup de plus petites communes n'arriveront pas à prendre en charge, de plus petites intercommunalités n'arriveront pas à prendre en charge. Il faut qu'on arrive, même si c'est compliqué, et moi je le dis d'autant plus que nous, en termes informatiques, sur l'agglomération, on a le strict minimum parce que c'est des sujets compliqués, parce qu'on n'a pas tant d'argent, etc., etc. Mais quand même, là, on va avoir un enjeu à faire commun sur ce sujet pour arriver à... On en parlait avec vous-même, M. Blanchard, pour arriver à identifier aussi les risques des uns et des autres sur les patrimoines. C'est quand même un gros enjeu. Quel est le risque sur les divers équipements? En matière cyber, c'est la même chose pour arriver progressivement, autant que possible, à se protéger dans une logique collective, même si ça ne résoudra pas tout. Mais c'est, à mon avis, là, si on y va tout seul, c'est encore pire, me semble-t-il. Patrick Blanchard, qu'est-ce que vous attendez des collectivités sur cette culture du risque et cette prévention? Alors,
Tout ce qui vient d'être dit sur la partie cyber, on peut l'appliquer, comme vous venez de dire, sur la partie dommage aux biens. On milite fortement pour qu'il y ait une vraie notion. Pardon. On milite fortement pour qu'il y ait une vraie notion de la maîtrise du risque mutualisée, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir cette compétence, mais une vraie notion, et qui génère des plans de prévention qui peuvent être réellement efficaces. On a pu le démontrer. 1 euro investi en prévention, ça permet d'économiser 7 euros en termes de gestion de sinistre. Donc ça a un impact, un retour sur investissement. Et ça, ce sont les plus prudents qui ont admis que c'était au moins 7 euros. Et on a d'autres éléments qui montrent que ça pourrait être plus important. Donc il y a vraiment intérêt à se pencher sur ce sujet de la prévention. Vous parliez d'audit, bien sûr. On est en train de travailler, nous, sur un score prévention qui permettrait de positionner les uns ou les autres sur on en est où dans nos plans de prévention, on en est où dans ce que l'on a mis en place et en quoi on peut encore se renforcer et donc réduire le risque. Parce que derrière la mise en œuvre de la prévention, on réduit le risque de sinistre et l'intensité des sinistres. Ce sont bien les deux choses qui permettent de le faire. Donc ce que vous venez de mentionner sur le cyber, on le comprend bien sur ces nouveaux risques. Sur des risques un peu plus anciens, un peu plus brick and mortar, on peut tout aussi l'appliquer avec des résultats qui à nouveau sont très probants. Et avec le risque, parce que je ne sais pas si moi je les entends déjà, mes collègues, dire encore une usine à gaz. On va encore nous demander un diagnostic, un plan, un truc. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à y mettre du sens et que derrière, il y ait après les capacités à faire mieux ensemble. Mais c'est vrai que, voilà, comprenons le plan de l'un, le schéma de l'autre encore. Non, mais c'est ça aussi qu'on vit, que nous vivons au jour le jour. Mais c'est vrai que quand même, le fait de mieux infuser une culture du risque et de mieux identifier les risques, c'est sans doute quand même une des clés de l'amélioration de la situation. On va faire circuler un micro, il y a d'autres pistes, mais on y reviendra juste après pour voir aussi vous, vos difficultés et puis vos pistes de solutions, s'il y en a qui ont eu des bonnes recettes. Qui veut raconter son expérience ? Il y a un micro en haut, c'est ça. Ou des propositions. Est-ce que certains veulent prendre la parole ? Oui. Bonjour, Olivier Landel, je suis le directeur général de l'Agence France Locale, la banque des collectivités, qui n'est donc pas l'assureur des collectivités. Je dis ça parce qu'on m'a beaucoup posé la question ces derniers mois, savoir est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour l'assurance que ce qu'on a fait pour le crédit. Bon, ce n'est pas le même métier, Patrick Blanchard évidemment le sait très bien. Mais du coup, il y a eu une proposition qui avait été faite, formulée je crois par Bruno Le Maire d'ailleurs, lors de réunions successives qu'on avait pu avoir au mois de juin à l'époque où j'étais encore à France Urbaine, où on parlait d'une sorte d'auto-assurance, c'est-à-dire un surplus de recettes. Il est facile d'identifier les surplus de recettes, mais une partie de recettes qui serait mise non pas sous forme de provision budgétaire comme aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne change rien, mais vraiment de provision dans un panier de trésorerie qui serait mis de côté pour les jours suivants. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez de cette idée-là, parce que peut-être c'est pas grand-chose, mais déjà dans un premier temps, effectivement, pouvoir isoler une partie de trésorerie, y compris en confiant la gestion à des professionnels de la gestion de trésorerie, et pas en la laissant au trésor, ça pourrait être déjà quelque chose, sans aller jusqu'à la mutualisation du risque. Je ne sais pas comment on peut réagir à ça. Enfin, c'est vraiment une tradition très ouverte, parce que ça m'avait fait réfléchir. Je me dis que c'est peut-être une première étape vers quelque chose. Commençons déjà par ça, quoi. Enfin, oui, en fait, je me permets de réagir parce que c'est une réflexion que nous avons eue. Parce qu'effectivement, enfin, on l'entend en ce moment, la question de l'auto-assurance, et presque, je dirais, il y a des formes d'auto-assurance subies. Puisque, voilà. Et donc, du coup, comment on passerait à une logique d'auto-assurance mutualisée ? Mais moi, je veux bien qu'on en discute un peu plus collectivement. La crainte que nous avions, c'était de se dire, au moment où les sinistres augmentent de manière considérable, va-t-on réussir à supporter les risques à venir par une mécanique d'auto-assurance mutualisée? C'était ça notre crainte dans la réflexion. Ça n'empêche pas qu'il faille le faire. Moi, j'avais fait un petit pas de côté en faisant une sorte d'autre proposition qui était le fait de dire, je prends des choses simples, quand c'est des fois je
faut réfléchir à partir de choses simples. Quand vous allez acheter vos lunettes, vous pouvez acheter des lunettes très chères, mais vous pouvez acheter aussi des lunettes à 30 €, parce qu'on appelle ça le panier de soins minimum, parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir des lunettes. Et donc la question que je me posais, est-ce qu'à un moment, dans une logique de régulation, quelque part, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un panier minimum d'assurance pour les collectivités en charge de missions de service public pour pouvoir assurer les équipements élémentaires que nous gérons au sein de nos collectivités. C'est pas exactement voilà, ça, mais c'est de se dire, est-ce que, enfin, à un moment, trouver une solution qui pourrait tourner autour de ça. Je veux juste dire que je souligne vraiment la présence de M. Blanchard. Je lui remercie d'être ici parce que vous vous doutez bien qu'on a sollicité ailleurs dans le monde de l'assurance. Et M. Blanchard a eu la gentillesse d'être à nos côtés. Merci beaucoup. Sur le sujet de l'auto-assurance, on y a réfléchi parce qu'effectivement, le sujet, on voit bien ce que vous mentionnez, deux choses, enfin peut-être ce que vous mentionnez, c'est-à-dire que l'augmentation de l'intensité des sinistres rend l'auto-assurance de plus en plus compliquée et surtout si elle n'est pas mutualisée. C'est-à-dire que si elle est au niveau d'une collectivité, il n'y a que certaines collectivités qui peuvent se permettre d'envisager cette solution. Et en fait, on s'est dit qu'il y aurait peut-être un système à plusieurs niveaux à construire et peut-être qu'il y aurait de l'auto-assurance. Ça serait possible pour des sinistres de peut-être fréquence un peu élevée, mais surtout de faible intensité. Et que là, on aurait une situation qui permettrait vraiment d'être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, vu du côté de la collectivité, elle a créé cette auto-assurance mutualisée, à nouveau, des sinistres de faible intensité, des montants assez faibles. Et vu du côté de l'assureur, ça nous enlève un certain nombre de sinistres qui sont des petits sinistres, dans lesquels on s'est un peu dévoyé, en fait, en tant qu'assureur. Régler des projections de cailloux, c'est quand même pas un rôle d'un assureur. Donc, on a sans doute là une vraie solution à trouver ensemble. Et comme vous le disiez, en gérant ça d'un point de vue mutuel, je pense que l'assureur n'a pas à jouer particulièrement son rôle, peut-être aider dans un conseil de comment on crée de l'auto-assurance, mais voilà. Et je pense que là, il y a effectivement une solution, mais sans doute pas dans une logique de la totalité de la sinistralité. Voilà, pour répondre à votre question. Sur le panier, alors complètement d'accord, ça faut vraiment qu'on étudie ce sujet-là. Il y a quelques éléments qui sont aujourd'hui entendus autour de ça. On a entendu hier que la logique d'essayer de créer des pools d'assureurs pour les obliger à intervenir sur des zones sinistres sur lesquelles ils commencent à sortir en vue de l'assurabilité, c'est aussi une idée qui a... Voilà, donc il y a quelques idées qu'il faut qu'on continue à creuser, mais tout à fait. Peut-être un autre témoignage? Oui, là-bas. Hop. Merci. Bonsoir, je suis une élue d'intercommunalité de Guadeloupe, Cap Excellence en l'occurrence, et c'est un sujet, comme vous pouvez bien le comprendre, prégnant dans les Outre-mer, et bien souvent, le national nous oublie. Donc, c'est un sujet que nous connaissons depuis des lustres, puisqu'on a toujours été impacté par les risques majeurs notamment, et vraiment... je me réjouis d'être avec vous, d'être parmi vous, pour justement prendre en compte tout ce que vous allez dire et vous dire que les Outre-mer vraiment sont intéressés par ce sujet-là. Merci. Arnaud Spett, président de la communauté de communes de l'Arc-Mosellan. Sur la proposition d'être soi-même son auto-assureur sur certaines parties, je trouve qu'elle est plutôt pertinente avec certaines limites. Bien sûr, la responsabilité civile ou autre, il faut qu'à un moment, l'État impose aux assureurs, qu'ils prennent en charge la responsabilité civile des collectivités. Maintenant, sur des dommages aux biens, que ce soit l'automobile, que ce soit des biens bâtis, je pense qu'on pourrait, et au niveau de l'intercommunalité, ça pourrait être encore géré dans des limites. Parce que inévitablement, si vous avez un sinistre sur un territoire, une tempête, une inondation ou des émeutes, vous avez tout le territoire qui peut être touché. Et donc là, l'auto-assurance ne saura pas y faire face. Le deuxième point que vous avez abordé, c'est de créer des provisions pour risque, en fait, qu'on pourrait créer dans nos collectivités, ce qu'on a déjà comme obligation pour certains points. Le problème, c'est que ces provisions, et même notre trésorerie globalement, elle est de plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'échelle des collectivités françaises. Ces provisions ou cette trésorerie ne peuvent pas être placées, sauf que dans des très très rares cas.
Moi, j'ai des problèmes comme ça de placement de trésorerie. J'ai plusieurs millions d'euros qui doivent gérer une post-exploitation d'un site d'enfouissement. Je ne peux pas les placer. Et donc, il y a un enjeu de placement de la trésorerie de nos collectivités qui pourrait peut-être être une piste pour soi-même s'assurer. Parce que ces dizaines de milliards-là dans nos collectivités dorment. En plus, elles ne suivent pas l'inflation. Donc, elles sont peut-être là pour gérer quand même des politiques d'avenir, de demain. Et en fait, ne suivant pas l'inflation, on n'en aura plus les mêmes moyens demain. Et ça pourrait être un levier, les placements de trésorerie de nos collectivités ou les placements des provisions pour risque, de créer un effet démultiplicateur et une recette complémentaire pour nos collectivités. Je jette la piste. Ouais, je vais réagir, je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de parole, mais je vais réagir tout de suite à cette suggestion. Moi, j'ai du mal à y croire, d'abord parce que notre argent, il ne dort pas, hein, quand même, au Trésor, ils savent en faire quelque chose. Le budget de l'État, il me semble qu'il n'est pas assez équilibré pour ne pas avoir besoin de financement, cette trésorerie-là. Ouais, bah oui, c'est ça, oui. Quant à la question globale sur cette idée de la mutualisation, de toute façon, elle existe hein, d'une certaine manière, parce que dès l'instant où il y a deux assurés chez un assureur, c'est mutualisé entre les deux. Mais aujourd'hui, ce sont des millions d'acteurs individuels, ménages, entreprises et collectivités qui sont assurés puis réassurés par d'autres biais encore, mais dans lesquels, de toute façon, ce sont les cotisations des uns et des autres qui ont fonctionné. Donc cette idée qu'on pourrait trouver la martingale en se disant qu'on va mutualiser, que sur l'aspect financier, on va régler le problème, il est faux. Je veux dire, autant qu'on se mette les choses comme on doit se les dire. Un certain nombre de risques, notamment tous ceux qui sont des risques naturels et technologiques, qui sont des risques majeurs, vraiment importants. Il faut qu'on rentre dans cette culture de la prévention qui est liée à toutes les autres compétences qu'on peut exercer. On a des soucis dans la façon de travailler de nos agents. On peut toujours avoir une bonne assurance statutaire, mais si on ne fait pas bien les choses, on peut se retrouver aussi avec un agent qui va nous coûter des centaines de milliers d'euros parce qu'il aura eu un accident. Et ça, c'est encore une fois, la prévention sur le lieu de travail, c'est un point important. Maintenant, sur les risques aux biens, les nôtres et ceux des tiers qui peuvent être mis en cause, s'il faut les financer, c'est vrai que moi, j'ai un a priori pour me dire... Je n'ai pas envie de les donner à quelqu'un, à une société qui redistribue les dividendes, parce que d'une certaine manière, ça veut dire que c'est trop cher pour moi. Et que si on doit retrouver une forme de mutualisation, comment on peut appeler ça, non lucrative, j'ai des doutes aussi sur la réalisation de ça. Donc je me dis, coincé comme on est dans ce tuyau-là, il vaut mieux qu'on fasse remonter à l'amont et qu'on traite effectivement la question de la prévention dans toute sa dimension et que toutes nos politiques publiques, quelles qu'elles soient, d'équipement, d'infrastructures, de tous les services, qu'on ait cette logique de tous les risques qu'on prend et qu'on ne voyait pas avant. D'une certaine manière, je considère que la couverture des risques, elle est un peu comme l'énergie, notamment électrique, qu'on ne voyait pas avant. On en avait besoin et on était fâché quand on n'en avait plus, mais maintenant on voit la réalité de ce que ça coûte, quand même les dommages à couvrir. Et tant qu'à faire, il vaut mieux qu'on agisse en amont plutôt que de chercher des formules qui sont, de mon point de vue, un peu utopiques, généreusement utopiques, mais qui ne fonctionneront pas. J'oublie pas en plus que l'État est en mauvais état. Oui, mais si on ne commence pas par ça, oui. On est d'accord, mais il y en aura toujours. Oui, on est. Pardon. Je peux me permettre, on n'aura pas nécessairement, par rapport à ce que vous mentionnez sur les responsabilités civiles, par exemple, c'est vraiment de notre rôle. Donc, dans le modèle qu'on imagine, il y a cette auto-assurance, comme vous le mentionnez, sur un certain nombre de sinistres de petite intensité, et puis il y a une deuxième couche qui est bien du côté des assureurs. Et avec un certain nombre de sinistres à prendre en charge, soit parce qu'ils sont conséquents, soit parce que, comme vous le disiez, ça touche toute une collectivité, c'est pas du tout la mutualisation qui permet de prendre ceci en compte, soit parce que leur nature fait même est telle que ce sont des assureurs qui doivent le prendre en charge. Oui, Marie-France Beaufils, donc moi je suis présidente du Centre européen de prévention des risques d'inondation, mais auparavant, j'ai été sénatrice, donc je suis sénatrice honoraire, et j'ai été maire de Saint-Pierre-des-Corps, zone inondable, 37 ans, risque technologique également. Enfin bon, un petit ensemble là, quoi. Et j'ai vécu les premières émeutes dans les villes en 96, avec mes premières difficultés pour un contrat d'assurance.
Donc voilà, c'était pour vous dresser un petit peu le tableau et vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que ces questions se posent et auxquelles on n'a pas obligatoirement de réponse. Moi, j'ai une première interrogation, c'est comment est calculée la sinistralité d'une commune. Parce que généralement, le contrat d'assurance, quand on fait notre appel d'offres, qu'est-ce qui est demandé en premier? C'est la sinistralité de votre commune et elle est calculée par l'assureur. Donc, moi, je pense qu'on aurait besoin de nettoyer ce premier aspect donc, de la sinistralité. Deuxième aspect, ensuite, quand on nous dit que le régime CatNat, il est en grande difficulté. Moi, j'aimerais qu'on nous donne les chiffres. Et j'aimerais qu'on ait un vrai bilan. Pourquoi je dis ça? À une période, puisque j'étais à la commission des finances du Sénat, le fonds Barnier, on avait un jaune budgétaire, comme on les appelait, qui nous donnait exactement la situation. L'État a décidé dans son budget de l'année, pour l'année 2023 d'intégrer toutes les recettes du fonds Barnier dans la ligne budgétaire qui s'appelle le programme 181. Nous n'avons plus de visibilité de ce qu'est la situation du fonds Barnier comme on l'avait auparavant. Donc moi j'aimerais bien qu'on y voit clair parce qu'on vient d'augmenter, ça a été une décision de l'État, d'augmenter la cotisation de tous les assurés sur le régime CatNat. On va avoir une augmentation, c'est 12%, c'est ça, non? On avait déjà 12 et on va passer à 24, hein, c'est ça. Hein? Bon, donc on va avoir une augmentation importante. Qu'est-ce que ça va apporter? Comment ça va se répartir? Moi, je trouve qu'on aurait besoin quand même d'aller voir un petit peu plus près avant de dire on fait autre chose, il faut demander plus aux collectivités, etc. Comment ça va se répartir? Comment ça va être utilisé? Donc ça, c'est un autre point. Après, moi, je partage complètement ce que vous dites sur la question de la prévention. La CCR, donc, qui est la centrale de réassurance, vient de faire un travail sur les collectivités territoriales qui ont des plans de prévention des risques d'inondation et qui dit que les collectivités qui ont eu de nouvelles inondations après un PPR et des travaux réalisés, je dis bien et des travaux réalisés, cela a réduit la sinistralité. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut que l'on entende. Parce que si on est dans une démarche d'un plan d'aménagement de prévention des inondations, par exemple, sur son territoire, on peut peut-être le faire entendre dans l'analyse de l'assureur sur le projet de contrat d'assurance. Puisque si on fait des travaux, c'est bien pour réduire notre sinistralité. Et je pense que sur d'autres risques de ce type, il faut peut-être qu'on travaille aussi ce sujet-là. Alors, nous, on est prêts à y travailler parce que ça fait partie des sujets que l'on rencontre en permanence avec nos adhérents, puisque le CEPRI est une association de structures intercommunales qui gère la GEMAPI, hein, pour l'essentiel, je vais au réduit maximum. Mais je crois qu'on a vraiment des travaux de fond, mais on connaît des collectivités qui se considèrent comme assurées sur un certain nombre de risques. C'est particulièrement les départements, généralement, sur les grandes infrastructures qui sont les leurs. Mais pour les communes et les intercommunalités, ça me paraît fragile de dire je vais dégager une trésorerie pour pouvoir subvenir aux risques que je vais avoir sur une partie de mes biens ou de mes personnes. Moi, j'avoue que c'est difficile. Un certain nombre de collectivités ont du mal quand même à avoir une trésorerie suffisante pour leur activité normale. Ou alors, est-ce qu'on ne va pas impacter les services publics qu'on rend à la population? Vous voyez, moi, j'ai des interrogations par rapport à ce qui est en train de se discuter. Madame la sénatrice honoraire, quand même une question pour vous, notamment sur je ne sais pas comment on appelle ça, le fonds, non, je ne sais pas comment, on a fait fondre le fonds Barnier. On a fait fondre le fonds Barnier dans le programme 180, mais c'est le rôle des parlementaires quand même que de surveiller cette évolution. Ah non, mais moi, je n'étais plus parlementaire, mais j'ai été en désaccord avec le fait que ça passe dans un programme du budget de l'État. Ouais. Parce qu'on savait que ça voulait dire qu'on n'aurait plus la même visibilité sur le sujet. D'accord, mais il faut quand même qu'on... Mais je crois qu'il faut qu'on les réinterpelle. Oui, c'est exactement ça ce que je veux dire. D'accord. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé, c'est l'État. On a vu pour les émeutes qu'il y a eu un plan de 100 millions d'euros pour
là-dessus, est-ce qu'il faut inscrire dans le marbre aussi pour les grosses catastrophes une aide de l'État et un rôle de l'État là-dessus? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je vais à nouveau me focaliser un tout petit peu sur les émeutes. Donc, je vous ai dit quels étaient les montants que l'on a gérés. Aujourd'hui, si on applique les conditions que l'on a présentées tout à l'heure, cela signifie un reste à charge pour les collectivités territoriales juste insupportable. Et c'est qui va prendre en charge ce reste à charge? Les collectivités aujourd'hui sont incapables de prendre ceci en charge. Et c'est bien, donc là, oui, il y a à nouveau à se poser la question de mais qui va aider? Qui va aider? On ne peut pas, les assureurs ne peuvent pas faire face à ça tout seuls. Les collectivités, on vient de le dire, non plus. Donc il y a bien à un moment donné nécessité d'avoir une intervention à ce niveau-là. Nous, en tous les cas, par rapport à la question que vous posiez, on a un peu interrogé nos membres et puis écouté un peu ce qu'ils disent. C'est aussi par rapport aux territoires qui subissent une catastrophe naturelle, c'est presque une double, enfin je ne veux pas dire une double peine, mais presque, parce qu'il y a vraiment déjà, on subit, et en plus il faut attendre l'annonce ministérielle dont on espère qu'elle va arriver, de tant de millions d'euros, et en plus entre l'annonce, enfin je ne veux pas faire un, mais entre l'annonce et la traduction concrète, il y a quand même des différences, il faut attendre les arrêtés, etc., etc. Est-ce que dans une période où, comme tu disais Jean, quand même, où les phénomènes climatiques vont être de plus en plus intenses, réguliers, etc., etc., est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir une forme de normalité qui consiste à dire, voilà, un territoire subit une inondation de telle intensité, oui, voilà, ça va déclencher un fonds de temps, quoi, pour aussi dans cette logique un peu plus respectueuse de la décentralisation, plutôt que d'avoir des fonds qui descendent parce qu'à un moment, il y a une décision qu'on attend. Il y a une autre question qui est souvent, un autre élément qui est souvent mis en avant côté collectivité, c'est celle du résultat des assureurs et de la possibilité d'utiliser une partie de l'assurance privée pour combler les pertes de régimes publics. Est-ce que ça, c'est une piste possible? J'imagine qu'à la SMAC, on n'y est pas forcément favorable, mais vous avez été plusieurs fois refinancé par la Maïf. Est-ce que vous avez déjà discuté de cette option? Comme vous le dites, au niveau de la SMAC, ça ne se pose pas exactement. Ça fait quelques années que nous sommes en difficulté, donc on n'est pas du tout dans cette possibilité-là. Au niveau, je ne vais pas surtout parler au niveau du global assureur, ça sera pas le point. Je ne sais pas si votre question fait aussi référence à une espèce de possibilité de rendre fongible l'ensemble des éléments. C'est ce que j'ai entendu, effectivement. Là, moi, je vais me permettre d'être assez ferme. Aujourd'hui, on a tendance à parler de l'assurance en mélangeant tout ce que couvre l'assurance, en fait. Je voudrais faire juste deux grandes familles. Il y a l'assurance de personnes et puis l'IARD. L'IARD est globalement dans des positions d'équilibre fragile, globalement sur l'IARD. Il n'y a pas aujourd'hui d'endroit sur donc le dommage aux biens, sur l'auto, sur ces types de risques. Aujourd'hui, on est sur des niveaux assez équilibrés, tout juste équilibrés. L'assurance de personnes permet de dégager des résultats un peu plus importants. Donc si on est en train de se dire on va essayer de mutualiser l'ensemble des éléments qui concernent l'IRD, c'est-à-dire donc tous ces dommages aux biens, etc., on est en train de cumuler des choses qui sont tout juste à l'équilibre et donc on n'en tire pas grand-chose. Si après on parle de l'assurance de personnes, on est en train de parler à nouveau d'un autre type d'assurance, d'un autre métier, même si certains de mes collègues font très très fortement les deux métiers, on est en train de quand même parler d'un autre métier. On a parlé aussi des ruptures unilatérales. Est-ce qu'en tant que collectivité, vous aimeriez des avancées pour pour ne plus les subir, ou en tout cas que ça bouge de ce côté-là? Je ne sais pas qui veut. Et est-ce qu'il y a des possibilités là-dessus? Moi, ma position, elle est assez claire. Il faut modifier le code des assurances pour ne plus permettre ces ruptures unilatérales. Il faut sortir cette clause exorbitante du droit commun. Je veux bien comprendre qu'éventuellement, dans certaines conditions très restrictives, mais ça doit sortir du code des assurances, de mon point de vue. Patrick Blanchard, est-ce que c'est possible, ça, là-dessus? De votre côté, d'un point de vue... Bien sûr.
Je pense qu'on peut faire évoluer le code des assurances dans les mois qui viennent. Non, mais j'entends le point, et j'entends que votre point n'est pas de dire il faut arrêter ça, c'est il faut arrêter l'excès qu'il y a derrière ceci. C'est-à-dire donc mettre en place des critères qui rendent ceci beaucoup plus d'abord lisible, qui soient peut-être même discutables. Enfin, voilà. Donc, et ça je l'entends tout à fait. Donc à titre de la SMAP, je n'ai pas de difficulté pour qu'on engage cette discussion. Mais à nouveau, je ne parle pas au nom de l'ensemble des assureurs. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole ou partager leur expérience? Et des réussites dans la négociation de leur contrat. Non, alors il y a un autre aspect. Est-ce que moi je peux poser une question? Est-ce qu'il est vrai, parce que c'est ce qui remonte et c'est ce qui nous est arrivé, que finalement, quand on re-rentre dans la négociation de gré à gré, quand le marché public n'a pas fonctionné, qu'on re-rentre dans la négociation de gré à gré, on s'en sort mieux que par les conditions qui étaient présentées dans le marché public? Est-ce que ça, vous l'avez aussi entendu? Oui. Oui, moi je confirme qu'en effet, quand on est au gré à gré, les négociations sont beaucoup plus faciles. Tant pour ma collectivité où j'ai eu le problème, sur des véhicules, on n'a plus voulu m'assurer, parce que j'ai relancé un marché, j'ai eu une assurance qui avait fait x4, x5, j'ai hurlé auprès de mes services, et donc j'ai dit ok, moi je vais prendre mon téléphone. Et j'ai négocié, et j'ai retrouvé une offre qui était plus acceptable. Parallèlement à ça, je travaille sur l'ensemble du département de la Moselle, et je l'entends par ailleurs aussi, d'autres collectivités de Moselle. Et donc l'ouverture du gré à gré, peut-être qu'il faut quand même se fixer des limites, comme dans tout, mais en tout cas l'ouverture du gré à gré permet quand même de continuer à travailler avec son partenaire, peut-être, ou alors de retravailler avec d'autres partenaires, mais en tout cas il y a une relation de confiance qui peut se faire. Et je pense que là-dessus, cette ouverture-là du gré à gré peut faciliter quand même les choses et la réponse des assureurs. Voilà. Et on y sera tous gagnants à la fin. Et le delta de prix, on fera tous bien notre travail au niveau des collectivités pour avoir le meilleur résultat, c'est évident, hein. Mais le gré à gré facilitera les choses. Donc je pense que c'est une bonne proposition que tu fais là. Oui. Bonjour, Odile Bégormer, vice-présidente du bassin de Pompée. Je pense qu'on confond aujourd'hui marché public gré à gré avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait en fait de rentrer en discussion. Je pense qu'à un moment donné, en fait, il faut faire attention parce que dans le marché public, il y a des marchés publics fermés, puis il y a le dialogue compétitif. Et donc aujourd'hui, en fait, on a des formes aussi de passage de marché qu'on n'utilise pas suffisamment parce que ça nous fait peur, parce qu'on ne les connaît pas, parce que nos services ne nous les proposent pas, etc., etc., etc. Et le gré à gré, c'est quoi aujourd'hui? C'est le fait de rentrer en discussion, de comprendre. La difficulté lorsqu'on passe un marché d'assurance, et on l'a tous vécu, c'est d'abord de comprendre en fait ce qu'on nous répond. Est-ce que oui ou non, on a réussi à se faire comprendre dans ce qu'on attendait de l'assureur? Moi, je me souviens dans un passage d'assurance, dans le cadre, alors c'était professionnel, mais c'était pour une collectivité, donc... quand vous êtes une organisation, enfin une autorité organisatrice de la mobilité, votre élu, il vous dit il faut que j'assure les poteaux d'arrêt. Et l'assureur, il vous dit il n'y a pas de problème, vous en avez combien? Et puis quand vous vous faites accompagner, il vous dit mais vous avez peu de chance quand même d'en avoir 125 d'un coup qui sont par terre. Donc peut-être que vous allez réduire à avoir... on enlève les émeutes. Mais en règle générale. Et on voit bien en fait que c'est aussi le fait de se faire comprendre de qu'est-ce qu'on attend dans l'assurance. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention par rapport au marché public. Je pense que c'est vraiment un dialogue. Et juste une autre remarque par rapport à ce qu'on attend de l'État, et ça rejoint en fait tout ce qui est risque plutôt naturel, et je pense que ça parlera aussi sur le retrait des gonflements d'argile.
Combien de fois on a eu une année où notre commune, elle s'est retrouvée en catastrophe naturelle, que l'année d'après, elle l'était plus, alors qu'en réalité, c'est exactement les mêmes désordres, que l'année d'après, elle y est à nouveau, que l'année d'après, elle y est plus. Et ça, c'est pas compréhensible. Et ça, c'est pas compréhensible. Puisque à un moment donné, en fait, quand vous avez sur le même type de sol géologique, une commune qui une année l'est, celle d'à côté qui ne l'est pas, et l'année d'après c'est l'inverse, on voit bien que c'est des histoires aussi à un moment donné de prise en charge. Donc il faudrait aussi là une attente de la part des services de l'État d'avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent, permettant à un moment donné, enfin je veux dire, quand vous subissez aujourd'hui le gonflement des argiles, il y a rarement en fait une année où ça se passe et pas l'autre année. Hein. Enfin, quand vous avez démarré malheureusement. Donc il y a une attente à mon avis aussi quand même d'une forme de constance dans les arrêtés ministériels. Je voulais juste dire un petit mot moi aussi sur le gré à gré. Enfin, en tout cas, nous, on l'a vécu. L'intérêt du gré à gré pour nous, c'est d'ouvrir la concurrence. C'est-à-dire que dans le cadre d'un marché public, on va trouver personne. Et dans le cadre du gré à gré, on va enfin trouver des assureurs qui vont bien vouloir nous assurer. Enfin, c'est quand même énorme. Et on peut en plus, d'une certaine manière, faire jouer la concurrence. Donc, travailler sur les cotisations. Au-delà de la relation, effectivement, de la relation de confiance, le fait de se comprendre. Mais ça, c'est le rôle de la discussion avec son assureur. Ce problème, il est le même pour tout le monde, y compris pour les entreprises. Savoir ce qu'on veut assurer, savoir ce que nous raconte l'assureur par rapport à ce qu'il va nous assurer. Parce que c'est notre quotidien même en tant que personne. Mais le gré à gré, le fait de n'être plus soumis au code des marchés publics d'une certaine manière, mais ça ouvre le champ. Enfin, on trouve des entreprises qui sont capables de nous dire, bah oui, moi je peux vous assurer. En tout cas, on en discute. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Parmi les pistes, au moment du lancement de la mission, moi je travaille à la Gazette des communes et quand on avait interrogé le cabinet, il y en a 2 autres qui étaient arrivés, c'est l'allongement de la durée des contrats. Est-ce que pour vous, ça peut être une option? Et la deuxième piste qui avait été mise en avant, c'est aussi l'ouverture à d'autres acteurs, dont des acteurs étrangers. Est-ce que vous y avez fait face et est-ce que ça peut être une piste pour vous également? Je ne sais pas qui veut réagir là-dessus et qui s'est confronté à ça. Enfin, en tous les cas, moi je veux bien entendre les collègues, mais nous on y réfléchit plus au sein de notre collectivité. La question de l'allongement, enfin, à un moment ça pose aussi le fait qu'il faut aussi qu'on puisse renouveler et, voilà, et avoir un dialogue concurrentiel, comme tu disais, avec d'autres intervenants. Et enfin, voilà, là pour l'instant on parlait de 3 à 5 ans. Déjà quand même, quand on a un contrat d'assurance de 5 ans, ça me semble être un délai qui me semble raisonnable, me semble-t-il. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment ? S'il le remet en cause en cours de route. Oui, et en plus, oui. Et en plus d'ailleurs, excusez-moi, je veux revenir encore à ma résiliation unilatérale, mais d'un côté, on a les assureurs qui nous disent ce serait bien d'avoir des contrats plus longs, mais eux, par contre, ils se gardent la possibilité, au bout de 2 ans, de rompre le contrat. Bon, moi, je ne sais pas, là, il faudrait quand même qu'on rééquilibre la relation. Je crois, je juste me permettre, ce que vous disiez est très important, c'est le dialogue. Comment faisons-nous pour créer le dialogue? Si la logique des 4 années aujourd'hui est considérée comme étant un frein au dialogue, je pense du coup, il faut qu'on fasse évoluer. L'objectif, c'est toujours, et comme vous disiez, mais en cours d'année, on fait évoluer, on essaie de faire évoluer, enfin, en cours de ces 4 années, généralement, en tout cas pour nous, on le fait parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons dans un sens ou dans l'autre. Et ça fait partie de notre rôle que de discuter autour de ceci. Donc pour moi, c'est ça l'important. C'est comment on crée ces moments d'échange, de discussion, qui permettent de trouver des éléments que je trouve gagnant-gagnant. Donc la durée en elle-même, je ne sais pas si c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on ait ces fenêtres de discussion, d'échange. Est-ce qu'on a une dernière prise de parole? Sinon, on va arriver à la conclusion. Alors là-dessus, des échanges aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pistes que vous retenez plus que d'autres? Là-dessus, est-ce qu'il y a des éléments qui en ressortent? Je ne sais pas qui veut prendre la parole entre vous.
Oui, alors donc je vais essayer de regrouper un peu tout ça. Du coup, je vais voir aussi s'il y a une forme d'approbation. Hein. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur le fait de faire évoluer la capacité des assurances à faire une rupture unilatérale? Oui, très bien. Non, mais voilà, donc ça, c'était important. On a aussi posé un peu la question qui tournait autour d'une sorte de panier minimum, en tous les cas, du fait qu'il doit y avoir un système qui permette aux collectivités qui assurent des missions de service public d'avoir une base d'assurance. Est-ce que ça vous semble une demande légitime? Oui? Vous m'arrêtez, hein, si vous... Est-ce que du coup, on va sur l'auto-assurance mutualisée? Parce que j'ai l'impression que le débat n'était pas tranché, là, entre nous. Hein non, hein, on n'est pas mûr, on va dire. Par contre, la culture du risque, Jean, là, je pense qu'on peut dire aussi, et que nous, on a un rôle en tant qu'intercommunalité à construire, sans que ce soit des usines à gaz, mais à construire une culture du risque qui soit partagée. Et on demande plus de visibilité aussi, ce que vous disiez, Madame la sénatrice, quelque part, avant de pouvoir... On a besoin d'avoir de la visibilité sur les calculs de sinistralité, sur l'utilisation du fonds Barnier, etc., etc. Donc, on va appeler ça la visibilité d'une manière générale. Et puis après, est-ce qu'on va sur le fait de demander une forme d'automaticité des versements des fonds d'État à partir du moment où il y a des catastrophes naturelles? Ouais, c'est... Ouais. Surtout si on dit que c'est Odile qui l'a dit, après ça vous coupe les petites. Oui, oui, ça oui, c'est vrai. Bon, là, on n'est pas mûr. Ouais. L'État va dire qu'on veut le pomper. Bon, on verra bien comment ça vient dans les discussions. Est-ce que j'ai oublié des choses? Dites-moi. Ah oui, le dialogue. Tu as raison. Et quoi, Claire? Oui, prévention, on l'a dit, mais par contre, dialogue. D'alléger les marchés publics, on l'a dit ça? Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Puisqu'en fait, on se rend compte que ça marche finalement mieux quand on passe au gré à gré que dans le marché public. Donc c'est qu'à un moment, il faut qu'on reste dans le cadre des marchés publics, mais que ça permette d'avoir un dialogue entre les deux parties, en fait. C'est ça la logique. Hein. Et par contre, on est contre l'allègement, l'allongement. Pardon. Le dialogue compétitif n'est pas possible pour les assurances. Comment on le fait sur d'autres marchés? Alors, il y en a qui disent... Ouais. Ouais. Parce qu'à ce stade, c'est pas, ça vous semble pas clair, quoi. Ok. Oui. Oui, Christophe. Et le responsable assurance. Je crois que ce serait bien parce que là, on voit bien, on donne des orientations, mais on bute aussi sur des problèmes juridiques très complexes. Je crois que ce serait important que notre association mette au point un petit groupe de travail sous des modalités à préciser avec l'association des directeurs généraux, parce que là, ce que tu fais, c'est bien, mais c'est quand même un peu approximatif. Mathieu, vous voulez pas dire un mot quand même? Voilà. Je vais pas laisser le temps de finir, parce que oui, dans mais... les dernières recommandations de Thomas, il y avait forcément qu'on continue à faire confiance à Claire et à Simon, suivre ça en interne. Non, mais moi, je prends la proposition de Christophe, parce que, encore une fois, c'est maintenant qu'on part dans les auditions. C'est maintenant que le sujet il est en train de se traiter. Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on soit solide. Donc, il faudrait qu'avant mercredi, on ait fait le boulot. Je lui donne la parole 2 minutes quand même. Hein. Il ne voulait pas parler, mais...
Oui, quand on a l'autorisation du président, c'est plus facile. Donc effectivement, en ce moment, avec la DGCF et le SNDGCT, on travaille effectivement aussi sur ce sujet. Et je crois que ce qui est important, ce qui a été un peu dit tout à l'heure, c'est qu'il faut différencier les risques. Avec effectivement les risques, comme vous avez dit, enfin faible intensité et peut-être plus de quantité, où là, effectivement, quand même, l'auto-assurance peut-être, alors collective ou individuelle, mais à un moment, je reprends sur l'exemple du poteau d'arrêt de bus, est-ce que ce n'est pas un risque qui devient presque normal, et dans ce cas-là, il est même plus assuré, et on concentre l'assurance sur effectivement les risques majeurs. Et donc il y a ce premier travail que nous on essaie de faire, et c'est de différencier effectivement les risques. Et après, effectivement, la question du code des marchés. Donc de toute façon, que ce soit un appel d'offres fermé ou des procédures négociées, de toute façon, ce sera un marché public. Enfin, je crois que là, il n'y a pas de... c'est comment, effectivement, dans les marchés qui existent, on peut ouvrir le champ de l'assurance sur quel type de procédure existante dans le code de la commande publique. Il ne s'agit pas de sortir de la commande publique, mais effectivement d'ouvrir le marché de l'assurance à un certain nombre de domaines. Donc, voilà. Donc on a effectivement des réflexions en cours. On pourra effectivement proposer alors, des arguments à donner rapidement avant les auditions de la semaine prochaine. Merci Christophe, c'est parfait ça. Merci beaucoup.